Nous sommes vendredi le 30 janvier. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine de Québec. Alors, avant d'aborder le sujet de ce matin avec nos invités qui sont venus justement nous décharger sur ce plateau un autre épisode de l'injustice au Québec, je souhaite vous informer de la suite de Jean-Charles Dufresne. Donc, pour ceux qui ne le connaissaient pas, alors c'est une victime d'une grande bavure des agents du service de la police de la ville de Montréal, le SPVM. L'incident, chers auditrices, chers auditeurs, remonte au mois de décembre 2012. Alors, la victime, cette soirée-là, était spectateur, ni plus ni moins, d'un événement où deux policiers du SPVM se sont dépêchés après un appel du 911 pour une dispute éclatée entre un taxieur et son client. Alors, monsieur Jean-Charles Dufresne, qui s'est trouvé à proximité de l'incident, devient un de ces curieux, justement, qui regardait la scène. L'un des deux policiers qui se sont arrivés sur le lieu s'est dirigé directement vers les parties en conflit, alors que le second voulait disperser les quelques curieux qui observaient la scène. Alors, je vous rappelle aussi, chers auditrices, chers auditeurs, toujours que la victime dans ce dossier, M. Dufresne, n'était pas impliqué dans cette dispute qui s'est éclatée entre, justement, un taxière et son client. Alors, maintenant, il était simple, je dis bien, c'était un simple observateur, un curieux, si vous voulez, quand le policier, et sur un ton agressif, lui a demandé « décalisse ton ton ». Alors, décalisse ton ton d'ici, n'importe qui, parmi nous, justement, ne va pas peut-être aimer d'être traité de cette manière-là. La victime, M. Dufresne, réplique une chose comme « je dérange personne, ce n'est pas pour moi que vous êtes ici ». Bref, l'adrénaline, prend un coup chez le policier et celui-ci se transforme en bête féroce. Alors, il agrippe le col des manteaux du monsieur Dufresne, il le jette par terre et en voulant justement le menotter, il lui tord le bras. Imaginez-vous là, il lui tord le bras si fort en l'amenant vers l'arrière du corps qu'il lui brise l'humérus en deux et lui déchire les tendons du bras. Alors maintenant, la victime perd conscience. Maintenant, les deux policiers avant, ou bien plutôt devant la bêtise humaine, vont le transporter dans leur voiture pour l'amener où? À l'hôpital? Non. Ils le balancent dans un parc pas loin, puis en lui laissant une contravention de $146. Pourquoi? Pour avoir gêné ou entravé la circulation des piétons. Les deux policiers montent dans leur véhicule, puis ils s'en vont. Tout ça, chères auditrices, chers auditeurs, s'est passé ici, au centre-ville de Montréal. Ne sont pas au Yémen, ne sont pas en Afghanistan. Je parle ici, au Québec, ici à Montréal, au centre-ville de Montréal. Alors, je continue l'histoire du drame. La victime se lève avec le bras cassé en deux. Il se dirige à l'urgence de l'hôpital de Saint-Luc. Une plainte au criminel est formulée à l'endroit des deux policiers et plus particulièrement contre celui qui lui a brisé le bras. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a pris une enquête bidon et, comme d'habitude, il décide de ne pas porter aucune accusation à l'endroit des deux policiers. Alors, le mage demande « Est-ce qu'on peut savoir pourquoi cette décision? » Aucune réponse. Et on nous répond, c'est confidentiel. Ne pas porter d'accusation n'est pas confidentiel, mais dire pourquoi, ça c'est confidentiel. Le directeur des poursuites criminelles et pénales est pire que Dieu le Père. Personne n'a le droit de questionner. Personne, je dis, pourquoi vous avez pris cette décision-là. Il a le droit de prendre des décisions, mais se réserve le droit de ne pas justifier quoi que ce soit donc dans ces dossiers. Et effectivement, l'autre bordel, le comité de la déontologie policière qui suspend cette enquête jusqu'à la fin de la première, va malheureusement se baser sur sa décision sur ce qui a été conclu par le Dieu le Père, monsieur le DCPC. Résultat, quand il s'agit d'un policier impliqué dans la mort d'un homme ou d'une blessure grave, la mort d'ordre, le mot d'ordre est donné d'avance, refus et confidentialité. Ça, c'est pire que la torture. Chères auditrices, chers auditeurs, il y a quelque chose dans le code de la déontologie policière qu'on nomme la force excessive. Un policier, dans une telle intervention, n'a pas besoin d'utiliser ce degré de force. Est-ce que tordre le bras de quelqu'un jusqu'à lui briser en deux n'est pas une force excessive? Laisser une personne au milieu de la nuit avec un bras cassé en deux, une personne qui hurlait de douleur, partir sans le secourir, vous appelez ça comment dans le code de votre bordel de déontologie policière? Alors, dans leur version, chères auditrices, chers auditeurs, les deux policiers prétendent que la victime ne leur a jamais parlé de son bras cassé. Alors, on conclut qu'il lui a demandé
Avez-vous mal, mon cher monsieur Dufresne? Et lui, il a répondu non, ça va très bien. Ainsi qu'ils ont souhaité, j'imagine, une bonne nuit, et puis ils sont partis faire leur devoir, celui de protéger les citoyens. Chers auditrices, chers auditeurs, à un moment donné, il faut se questionner. Il faut se questionner pourquoi l'administration de la justice accorde un tel pouvoir quasiment absolu au directeur des poursuites criminelles et pénales au point de devenir inquiétant, menaçant, trop injuste dans une société où la justice est en libre chute. Alors, il faut se questionner sur le droit de savoir pourquoi, par exemple, dans le cas de M. Dufresne, le DPCP a refusé de porter des accusations criminelles à l'endroit des policiers impliqués. Et pourquoi on l'empêche de connaître la raison, s'il y a une, bien sûr. Plusieurs plaignants, chers auditrices, chers auditeurs, ont vu leur plainte rejetée par le DPCP sans pouvoir connaître le motif du rejet. Voilà quand Dieu le Père au Québec se prononce. Nous n'avons pas le droit de répliquer et les victimes demeurent dans l'incompréhension totale jusqu'à la fin de leur vie. Chères auditrices, chers auditeurs, avant de passer à notre sujet de ce matin, nous allons prendre au moins 2 minutes pour écouter la réaction de M. Jean-Charles Dufresne, la victime dans ce dossier, pour connaître sa réaction. Alors, bonjour M. Dufresne. Bonjour monsieur. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, j'entends bien. Je veux savoir, en quelques mots, rapidement, quelle est votre réaction devant cette décision du DPCP de ne pas poursuivre les policiers, de ne pas porter aucune accusation contre les 2 policiers impliqués, et encore pire, la décision de la déontologie policière de ne pas, justement, blâmer ces 2 policiers dans votre cas? Ça n'a vraiment pas d'allure, ça n'a vraiment pas de bon sens, surtout comme vous avez expliqué, ils vont casser le bras de même, ils vont laisser qu'un bras de même endommagé, un bras cassé dans un parc de même. Monsieur Dufresne. Comme vous dites, ils disent en plus dans le rapport que ils m'ont demandé, j'avais rien de brisé. En plus, c'est imaginable. Moi, je peux pas croire, j'en reviens pas. En plus, moi, je peux pas travailler dans mon métier à cause de ça depuis ce temps-là. Mon métier, c'est boucher, puis je transporte des morceaux de bœuf, garder le bœuf. C'est impossible avec le bras que j'ai maintenant. Ils m'ont pris handicapé maintenant une certaine partie. Monsieur Dufresne, s'il vous plaît, là, quand ils vont tordu le bras en arrière, et puis, c'est l'humérus, hein, c'est pas un os de doigt, hein. Non, un os comme un humérus qui se casse en 2, là, j'imagine, a éclaté. Est-ce que vous avez dit à ces policiers-là que vous avez le bras cassé? Ben oui, je sais pas combien de fois. Premièrement, j'ai hurlé de douleur, premièrement. Parce qu'en plus, il me tenait pareil, je vois qu'il levait le bras dans les airs. En plus, pour bouger tout seul dans les airs. Puis là, c'est sûr que ça fait mal. Alors, j'en ai perdu connaissance, même. Connaissance 2, 3 fois comme pour, à cause de ça. Puis c'est ça, c'est impossible qu'ils disent, là, qu'ils me l'ont demandé, c'est pas vrai, c'est impossible, ça. Eux, dans leur rapport, la version, ils disent que non, on a demandé au monsieur, il avait rien. Il était bien, il est super bien, il respirait bien, il était bien. Alors, casser un bras en 2, l'humérus, on parle d'humérus, hein, parce que vous êtes presque demi-handicapé présentement, et plusieurs opérations faites à ce bras-là, et à travers tout ça, la version est retenue, comme quoi ils vous ont demandé est-ce que ça va bien, il n'y a rien, donc ils vous ont pris de l'endroit où vous étiez, et puis à quelle heure ils vous ont jeté dans un parc? C'était à 4 heures du matin, là, je 4 heures du matin, dans un parc. 4 heures du matin, pas loin, ça n'a pas d'allure. Ils m'ont laissé le blessé, en plus. Les policiers, c'est pour se marquer sur leur véhicule, en plus. C'est marqué protéger, servir. Une chance, hein, que ça, ils vont protéger et servir. Ils m'ont laissé le blessé, ils ont coup de main. Ils ont couronnement de faire ça, premièrement. Même un être humain, une personne qui ne travaille pas dans les policiers, pas de doute de laisser quelqu'un malade, comme quelqu'un blessé de main, il faut qu'il fasse de quoi, pareil, vous y aider. C'est un propre policier qui fait pas ça, c'est pas normal. Monsieur Dufresne, quand ils vous ont brisé le bras en 2, et ils vous ont mené dans la voiture, et ils vous ont conduit dans le parc, pas loin, à 4 heures du matin. Ils vous ont laissé dans le parc tout seul. Et c'est vous qui avez pris les moyens. Ça veut dire que vous avez marché jusqu'à l'hôpital Saint-Luc. Oui, à l'urgence. Le merci, c'était pas trop loin, mais quand même, la douleur, c'était juste faire des pas, de marcher, les os bougeaient, c'était terrible, la douleur, ça n'a pas de sens. Quand ça faisait mal, tout était déchiré, ils ont déchiré les tendons, les nerfs, ils avaient l'air endommagé bien comme faut, le bras. Ce que je n'est pas comprenable là-dedans, c'est que c'est impossible qu'ils m'aillent demander, si j'allais bien ou pas. Voyons là, c'est avec les blessures que j'ai, n'importe quel médecin qui va t'épargner, n'importe quoi, vous dire, c'est impossible, M. Dufresne n'avait pas dit un mot, qu'il n'avait pas crié de douleur quand il avait causé ça, c'est impossible. Monsieur Dufresne. Mais comment ça que les autres disent que j'avais rien, qu'ils m'ont rien fait, c'est compréhensible. Monsieur Dufresne. Je comprends pas ça, c'est compréhensible. Monsieur Dufresne. On dirait que les autres, ils ont toute la loi sur leur côté, les autres, c'est des autres, c'est jamais, toutes nous autres de problèmes, c'est pas les autres, en tout cas. Ça me met à l'envers encore, on en parle encore, puis l'émotion, elle sort, puis, en tout cas,
Non, j'aime pas, c'est bon, j'en reviens pas. J'espère que le rappel qu'on va faire, que ça va donner quelque chose, que ça va changer quelque chose, ce coup-là, parce que moi, je ne laisserai pas tomber jusqu'à temps que ça change. Mais M. Desfrênes, là, pour vous, là, est-ce que le DPCP ou est-ce que la police SPVM, ils vous ont appelé pour expliquer pourquoi ils ont refusé, ils n'ont pas porté aucune accusation contre les policiers? Est-ce qu'ils vous ont appelé? Est-ce qu'ils ont justifié? Est-ce qu'ils vous ont dit quoi que ce soit? Non, aucunement, rien. Aucun mot? Pas un mot, rien. On ferme la gueule et puis on reste dans notre coin, c'est ça? C'est ça. OK. Donc, on a reçu une lettre, là, comme Mouvement Justice a reçu la même chose. C'est ça qu'on a eu, puis c'est tout. Et vous pensez que la déontologie policière... Il n'y aurait pas de poursuite pour ça, puis les policiers n'avaient pas fait... Ils ont fait leur travail comme il faut. Pardon? Et les policiers, ils ont fait leur travail comme il faut. Ouais, c'est ça. Tout est correct dans le rapport. Ils n'ont rien fait de mal, puis c'est ça. Mais voyons donc. Parce que M. Desfrênes... Tout ce qui passe dans le rapport, premièrement, c'est aucunement... Le rapport, c'est même pas le vrai rapport. Pour moi, c'est rien de vrai de ce qu'il est là-dedans. Aucunement, c'est vraiment pas passé comme ça. Parce que ça a rendu avec 4 policiers là-dedans. Il n'y en avait pas 4, il y en avait juste 2, puis il y en a juste un qui m'a fait ça. Puis quand jusqu'à qui me casse le bras, s'il y en avait juste un qui était là, c'est qu'il m'a cassé le bras, c'est tout, il n'y en avait pas d'autres. Ça a rendu qu'il y avait d'autres policiers qui étaient là, qui l'ont vu, qui mettaient le bras droit et non pas le bras gauche. Tout pour se justifier qu'il m'a pas fait ça, dans le fond. Ça s'est imposé, ça y est arrivé. Voyons, c'est impossible. Monsieur Desfrênes, pour que les gens qui vous écoutent, là, ils comprennent un petit peu, ça veut dire qu'il y avait juste 2 policiers qui étaient impliqués. Et dans leur dossier, dans la soi-disant l'enquête, dans le rapport, comme quoi il y avait 2 autres policiers qui étaient là, et eux, ils ont témoigné comme quoi ils ont vu en train de me dire, monsieur, ça va bien, ils ont pas tordu le bras, quoi que ce soit, là. C'est ça? Peut-être prendre le bras droit et non pas le bras gauche. Ça n'a pas de sens ce qui manque dans le rapport. Mais ces policiers qui ont témoigné comme quoi ils étaient sur le lieu, ce n'était pas vrai. Il y avait juste 2 personnes. C'est ça, oui. Après ça, alors dans le rapport, il y a 4 policiers. Tant que j'étais là, je savais que je parte dans l'autre place, là. Il n'y avait pas d'autres policiers, là. Alors, monsieur Jean-Charles Desfrênes, on comprend bien, vous n'êtes pas Pilado, hein, donc le traitement n'est pas pareil. Là. Non, c'est très bien clair. Peut-être 2 minutes, mon collègue Ernest, il veut dire 2 mots. Simplement pour préciser que le mouvement Action Justice est impliqué dans le dossier de M. Dufresne. Oui. Et puis, suite à la décision qui a été rendue en décembre dernier par la déontologie policière, qui ne blâmait aucunement les policiers qui sont impliqués là-dedans, le mouvement Action Justice a demandé officiellement une révision de cette décision. On est en attente d'une décision à ce niveau-là. OK, parfait. J'ai une petite question. Rapidement, parce que... Dans le rapport... la dame. On ne conteste pas le fait comme quoi les policiers vous ont immobilisé. Oui. Ils ne contestent pas le fait que vous n'étiez pas quelqu'un qui faisait des choses pas correctes. Non, pas du tout. Non. Il était là. Voilà. Vous parlez de M. Desfrênes? C'est ça. Non, M. Desfrênes était spectateur. Il regardait ces trucs-là. Il ne conteste pas ces faits. Non, il ne conteste pas ces faits-là. Il dit qu'il était là. Il n'était pas impliqué. Les policiers, dans la version, il était bien. Il était bien précis, oui. Et il ne conteste pas le fait non plus que c'est bel et bien le policier qui a fracturé le bras. Okay. Voilà. Et mais malgré le fait qu'il a fracturé le bras, ça ne constitue pas une faute déontologique. Et c'est pas une force excessive. Okay, écoutez, M. Desfrênes, on vous remercie pour votre intervention et on vous souhaite bon courage. Et nous sommes là, derrière vous, ne s'inquiétez pas. On va faire tout ce qu'il faut pour arriver à dévoiler ce merci. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Alors maintenant, en revenant, chers auditrices, chers auditeurs, à notre sujet de ce matin, et encore pire, parce que la mère qui a accepté de venir témoigner ce matin de son drame, elle s'appelle Gina. Alors une mère sans histoire aucune, son seul crime, imaginez-vous, son seul crime commis, c'est d'avoir eu un rêve. Elle dormait la nuit, puis elle a vu un rêve. Maintenant, est-ce que le fait de rêver est un crime en soi? Semble-t-il maintenant au Québec, c'est un crime. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous allez voir que le directeur des poursuites criminelles et pénales va porter des accusations contre cette mère pour avoir eu un rêve. La Sûreté de Québec va procéder à son arrestation, imaginez-vous, pour avoir vu un rêve et l'avoir raconté. Alors, Dieu le Père de la DPCP, portera des accusations criminelles contre cette mère-là et l'incarcérera, imaginez-vous, sera incarcérée pendant 54 jours. Encore pire, elle perdra ses enfants dans le champ de la DPJ. Moi, tout ce que je veux vous dire, chers auditrices, chers auditeurs, si vous allez voir, si vous voyez un rêve
Par exemple, vous voyez un rêve que vous êtes en train de étouffer votre chat, racontez ça à votre voisin, parce que le matin, vous allez voir que la police, pas la police, la protection des animaux, là. La SPCA, ils vont débarquer chez vous, puis vous aurez avoir des grands problèmes. Voilà, qui nous enseigne ici au Québec, chers auditrices, chers auditeurs, si vous voyez un rêve, prenez soin de ne pas le raconter à quelqu'un, s'il vous plaît. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. Mes invités sont Gina et son conjoint, Mario, je ne sais pas si c'est son conjoint ou non. Ils vont nous parler justement de ce rêve qui les a conduits à l'enfer du Dieu le Père. J'ai également avec moi Yann Stoll. Yann Stoll consacre sa vie à la défense des enfants qui sont pris dans le filet de la DPJ. Et finalement, Ernest, un escarpé de la justice québécoise qui a vu sa vie écrouler comme un rêve. Chers auditrices, chers auditeurs, demeurer à l'écoute, dénoncer les injustices et les abus du pouvoir est un pas qui décourage fortement les abuseurs. Alors voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, revenons maintenant avec nos deux invités. Gina, bonjour Gina d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mario d'être là aussi parmi nous. Gina, votre cas quand même, c'est particulier, hein, il faut le dire et il faut le redire aussi. Vous, avant d'arriver à ce rêve-là, parce que vous avez fait un rêve, et suite à ce rêve-là, c'est l'enfer. Oui. Alors, avant d'arriver à ce rêve-là, vous roulez sur l'autoroute, c'est ça? Sur l'autoroute 50, à la hauteur de la chute. Et j'ai été victime d'un acte criminel. Quelqu'un qui a lancé une pierre sur votre pare-brise, c'est ça? Et voilà, oui. Au-dessus du viaduc, il y avait quelqu'un, il a lancé un objet dans mon pare-brise. OK. Et j'ai perdu connaissance. Et vous étiez enceinte ce jour-là? Exactement. J'étais enceinte. OK, c'est ça. J'ai mentionné aux policiers que j'étais enceinte. Mon mari, à cette époque-là, est arrivé sur les lieux et il a clairement dit j'espère qu'il n'est rien arrivé à notre enfant. Ma femme est enceinte. Et au-delà de tout ça, le policier voulait qu'on déplace le véhicule. Il pouvait pas rester sur le bord de l'autoroute. Alors, j'ai mentionné que je ne reprenais pas le véhicule parce qu'il y avait des bris partout de vitres. Oui. Et c'est à cette époque-là mon conjoint qui a déplacé le véhicule et moi j'ai pris son véhicule pour revenir au domicile. Ils nous ont jamais dit d'aller à l'hôpital, jamais. Ils n'ont pas conduit à l'hôpital même après? Pas du tout, pas du tout. Puis, même après un accident sur l'autoroute? Oui, exactement. Ils ont pu faire un appel à une ambulance? Non plus. Et vous étiez enceinte de combien de temps, madame? La journée de cet accident-là, j'étais enceinte de 9 semaines et 4 jours. 9 semaines, oui. Et vous avez signalé comme quoi vous êtes enceinte? Ah oui. Puis le mari aussi l'a déclaré. Okay. Alors vous avez pris vos propres moyens pour se rendre chez vous? Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'est arrivé par rapport à votre... Ben les jours, dès mon arrivée, chez vous, là? Ah oui, dès mon arrivée... Des douleurs, j'imagine? J'avais même pas eu conscience, après tant d'heures, que j'avais des vitres dans la bouche, que j'en avais beaucoup. Puis, suite à ça, je priais très fort à ce que mon enfant survit parce que j'avais senti une énorme crampe à ce moment-là, du fait au choc. Et vous êtes allé à l'hôpital ou? Non, pas du tout. Et durant du jour du 28 mars aller au 9 avril, le 4 avril, j'ai commencé à avoir des saignements. Je me suis rendue à l'hôpital et le 9 avril, j'ai accouché de mon fœtus dans ma salle de bain. Oh my God, oui. Et suite, ils m'ont fait un avortement parce que tous les débris n'avaient pas sorti. Le placenta n'était pas sorti. Alors, j'avais déjà, moi, un rendez-vous avec mon médecin de famille suite au suivi de grossesse le 12 avril. Et je mentionne au médecin comme quoi que ça m'avait pris 20 minutes pour changer la couche de mon enfant. Il m'a déclaré que j'étais en dépression. Alors, il m'a prescrit le Cymbalta et dès la première nuit, j'ai fait un cauchemar. C'est ça. Alors, on arrive maintenant au problème. Là. On arrive au problème. Le problème arrive. Mais juste avant, c'est-à-dire, on a bien compris, pour que les gens comprennent aussi, que suite à l'accident,
Oui. vous avez perdu votre enfant, finalement. Oui, exactement. Alors, ça fait quand même un traumatisme, une mère, tu sais... un gros traumatisme. Un grand traumatisme. Et vous allez chez le médecin, ils vont prescrire un médicament. Cymbalta. Oui, un antidépresseur, mais qu'on a pu découvrir que c'est également un antidouleur. Et vous prenez ce médicament-là et vous dormez. Et là, brusquement, vous allez un rêve, c'est ça? Ah, ça se bouscule. Mes enfants meurent. Je suis mère de 7 enfants. Dans le rêve. Dans le rêve, okay. Exactement. Dans ma vie, à cette époque-là, j'étais maman de 6 enfants. Oui. Et c'est ça, je les voyais mourir. Vous voyez vos enfants mourir? Oui, de façon tragédique, de se faire frapper par un train ou de se faire violer et tuer par des armes. Mais un psychiatre, un psychologue, je sais pas moi, il peut relier ça à l'accident que vous avez eu quand même, là, vous voir... je vais vous dire... Vous n'avez pas de réponse à ça, hein? Non, moi, ce que j'ai fait le 13, suite à ça, dans les dossiers, j'ai tous les rapports, j'ai fait une intervention parce que là, j'étais pas apte. Moi, personnellement, je ne disposais pas je ne disposais pas d'amener ce que j'apportais à mes enfants tous les jours. Oui. Et au-delà de tout ça, je leur dis comme quoi que... Oui, continue sur le rêve, madame. Oui. Je leur dis comme quoi je fais un rêve. OK. C'est indiqué. Ils me posent des questions. Je réponds que non. Il y a rien, parce qu'ils me posaient les questions éventuellement. Est-ce que vous êtes tentative de suicide? Bon, blablabla. Moi, je leur dis non. Le 13 avril. Par contre, le 4 mai, on rentre que j'ai des idéations suicidaires. Et c'est pas normal. Moi, je cherche des réponses. Je vois... C'est quoi le suicidaire, la réponse? Je voulais, dans le fond... C'est toujours dans le rêve ou c'est toujours dans le rêve ou dans la réalité, là? Là, on tombait dans la réalité, là. Et la réalité, vous avez pensé à suicider? Oui. OK. Suite à quoi, madame? Suite à, le deuil, hein, parce que là, je comprenais le deuil de l'enfant, hein? Je comprenais pas pourquoi cet enfant-là, n'avait pas survécu, pourquoi l'accident, tout ce qui, j'étais prise dans... OK. Mais revenons toujours. Alors, vous, madame, suite à un accident, qu'on a tout compris, il y avait un accident, sur l'autoroute, vous vous rendez chez vous, vous perdez votre enfant, vous prenez des médicaments, ces médicaments de conséquences aussi, et vous rêvez le soir comme quoi vos enfants ils sont frappés par des trains, par des voitures. Écoutez, moi je vois souvent, hein, moi j'avais un voisin que j'aime pas beaucoup, là je me vois souvent en train d'étrangler. Imaginez-vous, je suis chanceux de ne pas raconter cette histoire-là à tout le monde. Alors, vous voyez ce rêve-là, et puis, après ça, dans la réalité, vous sentez tellement déprimé que vous pensez au suicide. Écoutez, Marie, parce que quand même, vous l'avez partagé. Marie, vous avez partagé avec elle. Vous avez partagé beaucoup cet événement avec elle. Exactement, parce que c'est moi qui ai pris en charge son dossier, étant donné que c'était tous des avocats incompétents qu'ils avaient. C'est même son propre avocat qui l'a mis 54 jours en prison, selon les notes scénographiques. Écoutez, moi, quand j'ai vu son dossier la première fois, j'ai regardé tout de suite côté médicaments. Et j'ai regardé premièrement les effets secondaires du pharmacien, qui avait pratiquement rien à part... Ce médicament qui est prescrit pour madame Julia. Le médicament de Cymbalta. Et toutes les auditeurs peuvent faire leurs recherches eux-mêmes, et ce que je vous dis, c'est concret. Le Cymbalta, les effets secondaires des médicaments par le pharmacien, c'est pratiquement nul, des petits maux de tête, des affaires comme ça. Oui. Si qu'on va voir sur le site de Santé Canada, c'est un petit peu plus gros, peut-être 4 ou 5 effets secondaires. Mais par contre, si qu'on va sur le site du fabricant Lilly en France, en passant, la compagnie fabriquant ce médicament-là a déjà été reconnue pour 1,5 milliard de dédommagements pour des effets secondaires de différents médicaments. Donne un exemple comme quoi les effets secondaires dans le Cymbalta, si vous allez voir sur la compagnie Lilly incorporée en France, les effets secondaires, c'est qu'une personne sur 100 fait des rêves de meurtre et une sur 1000 fait des tentatives de meurtre. Ce que vous avez vérifié, ça c'est vérifiable. C'est vérifié et c'est par les hautes instances d'Europe. Donc, le médicament est en libre circulation. C'est sûr, c'est prescrit, mais Santé Canada ferme les yeux sur un médicament qui peut être mortel, étant donné qu'une sur 1000 fait des tentatives de meurtre en Europe.
Alors, Mario, si j'ai bien compris, vous reliez le fait d'avoir ce sentiment de totalement et si aux médicaments. Exactement. Et toute personne, avant de prendre des antidépresseurs, devrait vérifier les effets secondaires parce que madame est suivie par un expert psychiatre et c'est confirmé que les rêves étaient par les effets secondaires du médicament. Mais j'étais intervenant moi-même en thérapie, donc j'ai eu à travailler dans les années 90 avec des personnes qui prenaient beaucoup de médicaments et j'ai pu constater beaucoup de choses. Et malheureusement, Santé Canada sont responsables en partie de mettre sur le marché supposément des antidépresseurs, mais tous les effets secondaires, je dis bien pratiquement tous les médicaments ont des effets secondaires qui amènent à la dépression. Mais de cacher cette réalité. Et oui, c'est dangereux. Alors là, on a compris. Canada qui cache ça. Mario, vraiment, c'est gentil parce qu'on a compris au moins cette partie qui était un peu obscure. Et le plus, madame, vous en parlez, ses rêves, la SAC lui avait mandaté un psychologue pour la suivre. Oui, c'est ça. Alors, les rêves étaient répertoriés depuis un an sans aucune crainte du psychologue. Alors, c'est réel quand même. Vous allez rencontrer le médecin pour lui raconter qu'est-ce que vous avez comme un rêve. Si vous avez rien dit, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes allé parler de votre rêve quand même, de vos rêves là. Comme quoi vous avez vu, suite à ça, il y a le suicide, le sentiment de suicide. Mario nous a bien expliqué les effets de ce médicament et tout. Et suite à ça, il y a la police qui vont débarquer, il y a la DPJ, et ça commence là. Ça n'a pas de sens là. Et vous allez même faire de la prison, 54 jours de prison. Oui. Alors écoutez là, explique-moi là, parce que là, moi, j'arrive pas à vous suivre. Ben, je vais poursuivre ce que je mentionnais, auquel je me voyais pas apte à être adéquate auprès de mes enfants. Ce que je demandais, j'étais très fatiguée. Je comprenais pas pourquoi que j'étais excessivement fatiguée. C'est l'aide que j'allais rechercher auprès des intervenants. Ils n'ont pas pu être en mesure de pouvoir me répondre. Tout ce qu'ils savaient me dire, c'était que j'étais en dépression, alors que tout le monde aux alentours qui me connaissait me voyait pas en dépression, et pas du tout. Alors, suite à ça, j'ai eu un avocat de la SAC que j'ai contacté. Lui a eu des démarches auprès d'un psychologue. Mario en a fait part. Oui. J'ai commencé un suivi avec le psychologue et j'ai mentionné mes cauchemars. Les intervenants, j'ai eu 14 intervenants de 2011 à 2013. Et oui, les faits ont été dits à certaines personnes, mais je suis pas une personne qui se répète. Si j'allais voir mon psychologue, j'allais pas dire mes problèmes à mon médecin. J'ai pas de problème à aller courir sur les murs puis dire je rêve. Non, j'avais quelqu'un pour me cibler là et les autres interventions, c'était de l'aide que je voulais pour mes enfants et mon entreprise. Oui. Parce que faut pas oublier que j'avais une entreprise à domicile qui était une maison de répit et d'amusement pour les enfants de 0 à 13 ans et j'avais 91 enfants inscrits. 91 enfants? 91 enfants inscrits. Vous animez ces enfants, j'imagine, et tout? Oui. C'était 24 heures sur 24. Alors, les parents, certains parents me prenaient pour une garderie. Oui. D'autres, c'était pour du repos. Oui. Ou peu importe leur situation de travail. Et j'avais toujours des enfants la nuit, constamment. Oui. Là, suite à tout ça, effectivement, les cauchemars se sont amplifiés. Là, je les voyais plus mourir. Là, ça vaguait beaucoup avec ma situation familiale. Puis on s'entend que tout le fait qu'on a une entreprise, moi, j'étais plus apte à gérer cette entreprise-là, que j'ai dû faire face à des employés qui ont été des coûts excessifs. Qu'ils ont pris la relève, oui. Oui, ben, il fallait que je débourse, moi, ces coûts-là, ces gens-là. Et ça m'a induit dans une situation financière totalement désagréable. Mais... Puis, je mentionnais au psychologue mes rêves, comme quoi qu'il y avait toujours des scènes de couteau, tout le temps. C'était constamment. Puis, il me guidait. Alors, le fait qu'il me guidait, je prenais beaucoup, je suis une personne qui analyse, qui comprend beaucoup de choses. J'ai réfléchi sur tout ce qu'il me disait pour pouvoir avancer, parce que je ne pouvais pas rester dans cette situation-là. Moi, je voulais reprendre ma vie. Chercher de l'aide, quoi. Ben, chercher de l'aide, mais c'était réellement les réponses. Pourquoi je n'arrivais plus à rester éveillée le soir? Pourquoi j'arrivais pas à faire la lecture? Parce que c'est le point où ce que la DPJ sont rentrés dans ma vie. Ouais,
my God, oui, je sais. Et la DPJ sont rentrés puis ils ont retiré vos enfants. Pas à ce moment-là, non. Je dire plus tard, oui. Oui. La DPJ sont rentrés le 12 mai et le signalement, je veux en faire part au public, c'est que j'avais les cheveux sales et le linge taché. Je travaille avec des enfants. Alors, si cette personne-là qui s'est présentée chez moi cette journée-là et que j'avais fait de la peinture, mettons, c'est un atelier. C'est un atelier. Si un peintre va peinturer, risque peut-être qu'il va être taché par sa peinture. Sinon, c'est dépasse bien peintre. Est-ce qu'on va aller lui enlever au père ou à la mère qui peinture son enfant parce que son linge est taché? My God. Hein? C'est grave. Vous travaillez dans un atelier, madame. Vous travaillez avec la peinture, avec les enfants et tout. Je fais tout avec les enfants. Tout ce qui est une mère va apporter. Mais avant d'arriver à cette histoire de la DPJ, de toute façon, qu'on ne veut pas parler beaucoup, mais revenons un peu au cauchemar et l'intervention de la SQ. C'est la police qui sont venus vous voir. Et le DPCP il a donné ordre d'arrestation. Oui. Et vous êtes incarcéré. Oui, moi, je vais rentrer légèrement là dans les faits concrets. Je comprends, il faut rentrer légèrement. Oui, parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est exactement le fait que je racontais mes rêves. Oui. L'intervenant de la DPJ amplifiait en me posant des questions. Puis, moi, dans une naïveté et le fait que je suis honnête, je répondais. Mais il y avait rien de mal parce que pour moi, c'était un rêve. Alors que cette dame-là a interprété vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a pu aller dire et que les gens ont constaté, sauf que ça a commencé que le 23... le rêve a été fait dans la nuit, on commence une nuit le 15, alors dans la nuit du 15 au 16, que j'avais tout simplement mis un couteau sur le bureau de mes enfants. L'histoire est très constante. Là, je me promenais dans la maison, puis je dépose le bureau. Toujours dans un rêve, effectivement. Il faut vraiment être attention, là. Les autres, ils enlèvent le mais dans mon rêve, c'est que mon psychologue était dans ma cuisine. Je l'ai dit, ça a DPJ, alors que mon psychologue ne se trouvait pas dans ma cuisine, on s'entend. Du fait que là, ça n'a pas de sens, là. Du fait que là, j'avais mentionné ça, le 22, la personne de la DPJ se présente chez moi, puis je lui dis tout ce qui se passait, parce que ça faisait comme peut-être un mois qu'on s'était pas vu, que moi je lançais tout ce qui se passait parce que j'étais troublée. J'étais troublée dans ma vie, là. Il y avait rien qui fonctionnait par rapport à ces cauchemars-là. Puis, le 23, on m'interdit de dormir à la maison, dans la maison. Qui vous interdit? La DPJ. OK. Mais madame, je veux savoir, votre rapport à travers tout ce cauchemar-là, votre rapport avec vos enfants, c'était, vous avez toujours eu des bons rapports avec vos enfants? Écoutez, on va aller au-delà de ça. C'est que la DPJ ont même filmé chez moi avec ma fille Abigail ou d'autres enfants qu'on voit, là, sur que j'ai en ma possession, durant 8 fois. J'ai des programmes. Il me disait que je n'étais pas... que j'allais très bien. La seule chose qui n'allait pas, c'était la dépression. Ils vous ont mis une caméra chez vous? Non, c'était une intervenante c'était un programme. C'était un programme. Et juste pour comprendre bien, c'est que le rapport avec vos enfants, il a toujours été bien. Il n'y avait aucun problème, le rapport avec les enfants. Excellent. Même malgré ces moments de stress et malgré ce moment il n'y avait pas de problème. Le rapport, il a toujours resté... excellent, c'est ça ce que j'ai bien compris. Tous les enfants ont survécu, hein? Oui, les enfants ont survécu. Même les enfants qui ne m'appartenaient pas, les enfants des autres parents, des autres clients, tous les enfants étaient là. Ils étaient très actifs. J'imagine, Et puis, ils m'aimaient beaucoup. Alors, je suis une personne très dynamique. Ça, là-dessus, je peux confirmer parce que j'ai été moi-même rencontrer des anciens clients de Madame de Gina et les parents m'ont confirmé. Parce que moi, j'ai investigué vraiment savoir le fonctionnement parce que même que le DPJ a menacé, l'intervenante au dossier à l'époque a menacé les clients de madame que s'ils retournaient les enfants là, le DPJ leur enlevait les enfants. Oh my God. Oui, ça a été grave. Votre commerce est fini, là, l'entreprise est fermée. Suite à ces accusations, elle a tout perdu, fermé son entreprise, sa crédibilité, bla. Tout est tombé, là. Ouais, puis le pire dans tout ça, c'est que le DPCP... C'est ça que je veux que tu me parles, le DCP, c'est fini. Moi, j'aime ce gars-là, moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Cette dame-là, c'est parce
c'est une dame. Ouais. Elle a, quand on regarde les plaintes criminelles, c'est assez surprenant. Il y a, dans une place, ils ont retenu une charge. La policière, l'enquêteur, plutôt de la Sûreté du Québec, a écrit dans sa déposition policière en racontant l'histoire de madame. de madame, oui. Le DPJ disait que c'était pas un rêve, madame disait que c'était un rêve, et dedans, ça dit, ça raconte un petit peu, madame est rentrée dans la chambre, toujours dans son rêve. Son rêve. Ouais. Suite à son rêve, Elle a déposé le couteau après son suicide. Après son suicide. Donc, la procureure, comment se fait-il qu'elle n'a pas allumé, ni l'enquêteur? Après son suicide. C'est un rêve, là, on parle du rêve, là. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit suite noir. à son suicide. Suite à son suicide. Si elle s'est suicidée, on fait donc rapport à un rêve automatiquement. Elle est vivante devant nous. Et le directeur des poursuites criminelles et pénales a autorisé une accusation sur la base... Exactement. Sur la base comme quoi elle s'est suicidée. Mais après son suicide, elle a déposé le couteau sur le bureau de l'enfant. Exactement. Ils ont, je sais pas où c'est qu'ils ont la tête. Ils condamnent pas des policiers. Il y a même pas encore des policiers qui brisent un bras, mais une femme qui fait des rêves puis un rapport complètement loufoque. Parce qu'on s'entend que le psychiatre, quand il a vu ça, il a parti à rire, là. C'est complètement loufoque. Et en passant, le psychiatre, il est bien connu, c'est le docteur Pierre Mailloux. Donc, pour ceux qui disent que c'est un féministe, c'est complètement faux. Madame l'aime bien. Et c'est un psychiatre expert hors pair. Je vous le dis, là, il a fait une vraie psychanalyse et tout ce qu'on dit, on peut le confirmer et affirmer. Madame, revenons toujours parce que vous avez passé 54 jours en prison, en détention. Oui, à Tanguay. Avant d'arriver ça, est-ce que vous avez un cas judiciaire avant? Est-ce que vous avez des antécédents judiciaires avant? Non. Est-ce que vous avez, madame, est-ce que la DPJ, ils vous ont retiré vos enfants avant? Il y avait quoi que ce soit avec la DPJ? Non, pas en aucun moment. En aucun moment. Tout ça a commencé à partir où vous avez vu un rêve, c'est tout? C'est le rêve qui a foutu toute votre vie, finalement. Oui, effectivement. Les médicaments ont provoqué le rêve. Suite à mon accident automobile, suite à l'accident d'automobile qui a surgi. Et le fait que lorsqu'on m'a arrêté chez moi, on s'entend que c'était sous les yeux de mes enfants. Oh my God. Comment est-ce que la police débarque là-dedans? Oui. Effectivement, je vais vous dire, là, c'est que moi, j'avais pas droit le droit de dormir chez moi. On m'a jamais interdit d'aller allaiter mon bébé parce que j'allaitais un bébé de 9 mois la journée même qu'ils m'ont arrêté. Et je me trouvais chez moi. Il y a 2 intervenantes de la DPJ qui se sont présentées chez moi. Alors, mon ex-mari qui se trouvait là a dit, ben oui, Gina est là, mais eux ont paniqué, ont appelé la police. C'est sûr que mon ex-mari a également appelé la police parce qu'il voulait pas qu'il soit là, la DPJ. Ouais. Moi, j'avais tous les droits d'aller allaiter mon bébé, j'avais tous les droits d'être là, d'être présente auprès de mes enfants. On m'avait jamais interdit rien par rapport à ça. Suite à ça, supposément qu'on m'aurait dit que c'était tentative de meurtre, que les policiers m'ont dit que c'était tentative de meurtre. Je n'ai jamais eu conscience de ça. Je suis embarquée sainement dans la voiture de police avec mes clés et j'avais aussi le médicament que j'avais entre mes mains. Tentative de meurtre, madame, c'est quoi la tentative de meurtre? Tentative de meurtre sur mes 3 enfants, mes 3 filles. Toujours dans le rêve? Non. Eux m'ont accusé. Eux, il n'y avait plus de rêve. Non. Ah oui, OK. Il y a eu plusieurs accusations, tentative de meurtre. Il y a eu utilisation d'une arme dans un dessin dangereux et aussi utilisation d'une arme après un voie de fait, dans un voie de fait. Alors qu'il n'y avait aucune personne dans le voie de fait et il n'y avait aucune arme en preuve. Il n'y avait rien. Rien, là. Mais là, des déclarations policières complètement loufoques. Aucune preuve à déposer. 54 jours de prison, ferme son entreprise. Bravo le système. Et Mario, si j'ai bien compris, après ça, il y avait arrêt de procédure? Oui, le 9 janvier, ce qui est arrivé, c'est qu'en janvier l'année dernière, j'avais fait une requête en cour supérieure, parce qu'étant donné que j'avais pris le dossier chambre jeunesse et cour criminelle, j'avais fait une requête, ce qu'on appelle une requête extraordinaire en arrêt des procédures, en réunion des parties. Et j'avais intimé différents ministres, dont le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, le ministre de la Chambre de la Jeunesse, ainsi que Pauline Marois. Ouais, j'avais intimé 5 ministres. Ils ont mandaté un avocat qui a fait une plainte, une requête en irrecevabilité. Leur requête n'a pas passé. Par contre, Gina n'avait pas la connaissance de la cour, donc ça l'a retombé. Ils ont fait à croire à Gina qu'on n'était pas devant le bon tribunal. Okay. Or, nous sommes retournés avec le temps en cour criminelle, Cour du Québec.
Et finalement, ils ont reporté les accusations parce que Gina demandait un procès devant le jury. On s'enlignait pour une 20aine de jours de procès. Ils ont remis ça en cour supérieure et c'est en cour supérieure exactement à la même place, un an après qu'ils ont fait l'arrêt des procédures le 9 janvier. Donc, 1 an de niaisage. Pour finir par un arrêt. Parce que le dossier, on l'a très, très bien monté et solide et that's it. C'est pas parce que le dossier est solide, parce que madame... Ben, il a fallu le prouver parce que madame n'était pas respectée quand elle parlait. Les avocats, les intervenants, personne ne la respectait. J'ai assisté à ces rencontres et personne ne respectait madame. C'était, vous savez, si on regarde entre les branches, là, il y a déjà eu une émission comme quoi que quand le DPJ réussit à enlever un enfant, ça rapporte 108 000 par année. Maintenant, madame offre un service à 91 parents. Donc, il y a 91 parents, 91 familles qui peuvent bénéficier, que quand ils sont fatigués, d'un soutien de madame qui ouvre sa maison 24 heures sur 24. Madame, là, pourrait être un gros manque à gagner pour le DPJ. 91 enfants qui ont un soutien autre que le DPJ. Oui, mais Mario... ça peut monter loin, là. Oui, mais Mario, pour c'est-à-dire monter une accusation qui finalement, cette accusation est tombée, et quand même subir ce qu'elle a subi jusqu'à présent. Hein. Vous souffrez toujours jusqu'à présent, madame, j'imagine. Tout ça, c'est basé sur un rêve, sur des... Il n'y a rien de solide, hein, il n'y a rien, c'est ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Lorsque je veux poursuivre, lorsque j'étais en prison, on m'a interdit de communiquer verbalement avec mes enfants. J'avais un enfant de majeur. Elle n'a pas été inclue dans les conditions. Par contre, durant mon séjour en prison, j'ai un fils qui est tombé majeur et j'avais un enfant de 17 ans. J'avais pas accès à communiquer verbalement avec mes enfants. Je ne comprenais pas où était le risque de parler avec mes enfants verbalement. Où était le crime? On peut pas faire du mal à quelqu'un par téléphone. Et les conditions qu'on m'a instaurées, le DPCP, je n'avais pas accès, que depuis le 26 avril 2013, je n'avais aucun accès à des mineurs. Si je me trouvais à côté d'un mineur, je me ramassais en prison, là. Alors, les conditions étaient dans le but que je ne reparte pas mon entreprise. Le fait qu'on me dit pas d'enfants 0-18 ans, aucun contact, c'est clair que là, ils ont détruit ma vie, là. Oui, on va faire peut-être, chère auditrice, chère auditeur, peut-être on va faire juste une petite pause musicale. On va revenir quand même pour conclure un petit peu cette histoire qui est très douloureuse, cette histoire qui a vraiment pas de sens. Alors, on restez à l'écoute après une pause musicale et on va revenir avec vous, chère auditrice, chère auditeur. Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, et une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine de Québec. Et je reviens toujours avec cette maman qui est devant moi, je vois les larmes qui coulent comme ça me brise un peu le cœur. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Gina, peut-être on vous laisse dire quelques mots sur ce que vous avez, l'enfer que vous avez vu. Vous avez vécu l'enfer, hein? Moi, je le souhaiterais à personne, personnellement. Je le souhaite à personne, effectivement. Oui. C'est une tragédie totale. C'est une tragédie, c'est une tragédie. Tout à fait, le mot est juste. Le fait que on a plus de liberté, le fait que la prison, on doit subir des choses insensées. Je rentre en guillemets le fait qu'on doit se mettre à nu très souvent pour des fouilles. L'humiliation, vous parlez. Oui, c'est clair. Mes enfants me manquent terriblement. Mes enfants n'ont pas à subir ce qu'ils subissent aujourd'hui et leur souffrance est immense. Ma souffrance est également plus que... Chaque seconde, je pense à eux et je vais vous dire que je dois avoir une grande souffrance parce que je pleure au-dessus de 4 à 5 heures par jour. Je comprends, Le fait que je vais faire
à repas, puis les larmes vont me couler parce que... Mais c'est trop dur, il faut faire attention. Ce que vous avez vécu, c'est pas facile. On ne vit pas ça tous les jours. C'est surtout... C'est insensé de se faire arracher nos enfants et que les enfants doivent subir. On s'entend que j'allaitais un enfant, j'allaitais un bébé lorsqu'ils m'ont arrêté. J'avais mes propres enfants sur les lieux et des enfants de mon entreprise qui ont vu la scène. Et aujourd'hui, moi, j'ai sur caméra ma fille qui dit « Maman, elle fait un dessin, puis je suis traumatisée sur la caméra. On voit pas l'enfant faire le dessin. » Puis, sauf qu'on l'entend bien dire, les méchants t'ont apporté, les méchants t'ont enfermé là. Elle parlait d'arrestation. Oui, parce qu'elle a été traumatisée là. Et elle avait 4 ans. Ça, c'est affreux. Parce qu'il faut voir aussi, c'est pas tout ça s'accumule un vrai cauchemar kafkaïen. C'est un vrai cauchemar. Kafkaïen. Il y a la prison, et retirer vos enfants, la perte de votre fermeture de mon entreprise. Totalement loufoque. À des faits vraiment relevants de code criminel sont totalement absents. Et le système, malgré ça, s'emballe et met sous son rouleau compresseur une personne sans défense aucune. Oui, mais Yann, ce qui est important, c'est au lieu de construire, c'est détruire. C'est ça que je retiens vraiment. Il faut faire attention parce qu'on est très vulnérable. Alors, j'ai été excessivement vulnérable. Alors, notre système, peu importe si on parle de la DPJ, si on parle de la police, tous nos instances, comme la justice elle-même, dysfonctionnelle au plus haut degré, ça a commencé dès le moment où on a refusé d'appliquer en bonne et due forme la règle, le principe de la démocratie qui est inscrit dans la Constitution. La loi s'applique à tous. Alors, ceux qui ne font pas partie du système ne sont que des moutons qu'on peut tondre, qu'on peut écraser, qu'on peut égorger à sa guise, tandis que le faisant partie du système est impunissable, échappe à toute responsabilité. Alors c'est ça ce qui caractérise de plus en plus notre société prétendument démocratique. Oui, mais Yann aussi, vous avez bien vraiment souligné ça, c'était très bien de le dire, mais on a toujours remarqué que il s'agit aussi des personnes incompétentes. Je suis pas mal certain. C'est la plupart des gens. La compétence n'a plus rien à voir avec le poste que j'occupe. Non, mais ce sont mes jobs qui me procurent mon poste, ou peu importe, whatever. Et moi, je m'accommode avec mon poste dans le système, et là, je peux appliquer mon arbitraire. Voilà. Mais mes caprices priment sur la loi, mes caprices priment sur les personnes qui ne font pas partie du système. Ça, je peux faire tout ce que je veux avec ces gens-là. On en a vu énormément de ces cas parmi des intervenants de la DPJ surtout, mais aussi les policiers. Voilà le témoignage du monsieur Dufresne, Dufresne. Oui. Mais, et on en connaît de nombreux dossiers qui sont similaires. Mais vous savez, Yann, pour eux, la version de l'SQ ou de la DPJ, toujours, ils vont dire préventive. Ils vont toujours jouer sur ça. Écoutez, c'est une action préventive. On a... Qu'est-ce que vous pensez, Mario, là, qu'on vous répond comme quoi il fallait prévenir, pour prévenir, on va la mettre en prison, on va tout faire là, parce que pour épargner qu'il arrivera quoi que ce soit aux enfants. C'est pas ça. En aucun temps, je vais vous dire, en aucun temps, c'était pour protéger les enfants dans le dossier de madame. Exact. Dans le dossier de madame, il y a une personne, entre autres, très mal intentionnée que j'ai eu moi-même dans mon dossier. Ah, ça, vous allez nous parler aussi? Oui, c'est la même personne. La personne a été changée d'une place à l'autre. La personne travaillait à Deux-Montagnes, elle a été transférée à La Chute. En 2010, elle a remis un pédophile en contact avec mon enfant. Donc, la personne qui pilotait le dossier de Mme Laporte, à l'époque, c'était complètement une incompétente, tant qu'à moi. Je veux juste soulever un point. Les intervenants du DPJ, il y a des bons intervenants, parce que j'en ai rencontré quelques-uns. Il y a des bonnes personnes et il y a des gens très mal intentionnés que je catalogue qui ont infiltré le système. Des gens en abus de pouvoir qui ont sûrement grandi malheureux dans leur vie, vivent l'intimidation à l'école. Je suis d'accord avec vous. Avec une soif de pouvoir que quand ils ont le titre, ils disent, mais là, peu importe le monde.
Donc, moi, je lance un appel aux gens des Laurentides ce matin. Il y a une enquête criminelle qui est en cours présentement, une vraie enquête faite par le DSPJ. C'est une plainte qui a été formulée. Elle est en cours et je ramasse des preuves supplémentaires concernant une personne. Vous ciblez une personne en particulier? Je cible une personne en particulier, une intervenante. J'ai des preuves concrètes et je recherche des gens et c'est pas qui ont... cas. Vous pensez c'est clair qu'il y a d'autres cas parce que la personne s'est parjurée à la cour. Elle est venue mentir devant témoins. Et dernièrement, pas plus tard que hier, elle a inventé des propos, et je le dis, c'était à mon enfant, elle a inventé des propos comme quoi que je dénigrais sa mère. Donc, une travailleuse sociale qui parle à un enfant, qui dit que ton père dénigre ta mère, alors que c'est faux. Et cette travailleuse sociale-là avait même, à l'époque, durant un temps, retenu une expertise psychiatrique pour sécuriser l'enfant. Okay. Donc, s'il y a des gens qui ont comme intervenante Madame Karine Fortier, qui travaille à Sainte-Thérèse, j'offre le service de... On est un groupe de parents qui nous voulons continuer plutôt l'enquête là-dessus. Vous pouvez communiquer à Mouvement Action Justice au 514-273-4302 et l'enquête, c'est parce que c'est une récidiviste... Quand vous parlez de requête, excuse-moi, là, je suis pas d'accord avec vous. C'est parce que la dame est déjà sous enquête criminelle. Il y a un groupe d'avocats, 5 avocats. Ça, c'est vous qui dites ça? C'est pas moi qui le dis seulement, c'est sur papier. Il y a 5 avocats, 4 travailleurs sociaux et 1 psychologue qui sont sous enquête criminelle. Alors ça, c'est tout sous réserve. Que ça va se ramasser de... Le DPCP a le dossier présentement. Mais Mario, merci beaucoup. Votre initiative est de constituer un plus gros dossier. Un dossier. Exactement. Parce en réunissant les cas de dérapage de système. Exactement. Parce que les avocats au dossier, j'ai d'autres dossiers d'accumuler qui sont en preuve, étant donné que c'est des récidivistes. C'est un réseau. Sur toute réserve, je dis bien sur toute réserve, nous n'avons pas aucune information sur ce sujet-là. Vous êtes le garant de ça, là. C'est à vous mais nous ne sommes pas ici pour accuser qui que ce soit. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, sur ça, on vient malheureusement à la fin de cette émission-là. J'aimerais bien dire merci à Madame Ginia, la mère qui est en face de moi. Merci de votre courage aussi de venir jusqu'ici pour témoigner de cette douloureuse expérience. Je remercie aussi Mario de son intervention. Merci à Yann et à mon collègue Ernest. Alors, merci à vous, monsieur Zito. Merci beaucoup. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, sur ça, je vous dis passez une excellente fin de semaine et on va se revoir probablement